Alors déjà, merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à nous pour effectivement le titre qui est accompagner une personne, l'aidant qui accompagne une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Alors très très rapidement, la maladie d'Alzheimer fait partie des maladies neuroévolutives. Nous, on est effectivement France Alzheimer. Pour autant, ça ne se voit pas là, mais ici, ça se voit, c'est bien. Et c'est marqué « et maladie apparentée ». Donc, ça veut dire qu'on est aussi capable de prendre en charge et des patients et des aidants qui ont la maladie à corps de Lévy, par exemple, ou d'autres particularités. D'accord? Donc, c'était juste un premier point que je voulais dire. Je ne vais pas, là, pour le coup, trop m'accorder à parler de la maladie d'Alzheimer. J'espère que vous n'êtes pas venus pour ça, parce que je vais très peu en parler. En revanche, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est comment se présente le couple aidant-aidé quand un des deux, effectivement, donc l'aidé, on va dire, va avoir une maladie neuroévolutive. OK ? Pour ça, moi, je me suis amusée. Quand on m'a proposé de faire cette conférence, donc il y a quelques années maintenant que je trimballe à Fourvière, alors je demanderai à ceux qui sont dans la salle, qui me connaissent et qui ont déjà vu, Eric fait comme ça, qui ont déjà vu cette conférence, de jouer le jeu quand même, de participer, mais de jouer le jeu. Donc, je me suis amusée à faire ce qu'on appelle un acrostiche. Donc, j'ai pris chaque lettre du mot aidant et je me suis dit à quoi ça va me faire penser. Donc, ce que je veux vous dire d'emblée ici, c'est que cette conférence, elle est personnelle. C'est vraiment les mots que moi, j'ai trouvé pertinents pour pouvoir qualifier l'aidant et la relation aidant-aidé dans les maladies neuroévolutives. OK ? Alors pour ça, moi, j'étais toute seule sur ma canapé, voilà, j'ai fait mon petit bazar, très bien. Et puis, du coup, je me dis, mais si vous, en tout cas, je vous proposais de jouer avec moi. D'emblée, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, puisque ma question est à quoi vous fait penser la lettre A. Quel mot ça peut vous évoquer? Accompagner. Aimer. Aider, aide. Assister. Voilà. Donc, d'emblée, en tout cas pour vous, ce qui vous vient, c'est des mots qui sont liés à l'aide, à l'accompagnement, c'est-à-dire au lien entre un aidant et un aidé. J'ai fait quelque chose tout à l'heure, auquel vous n'avez peut-être pas prêté attention. J'ai mis mon sac à main de manière à ce que vous le voyez. Est-ce que vous avez vu où était mon sac à main? Non, je ne l'ai peut-être pas assez bien fait. Sur le fauteuil. Je voulais faire de l'amorçage. C'est-à-dire que je me suis dit, si je leur propose ce mot, ils vont tout de suite me dire le mot amour. Mais non, ça ne se passe pas toujours comme ça. D'accord? Donc le premier mot qui m'est venu, qui commence par la lettre A, c'est le mot amour. Pourquoi amour? En même temps, vous avez mis aimer, d'accord? Tout est juste, il n'y a rien de faux. Je vous redis simplement dans quel ordre, moi en tout cas, j'ai pensé les mots qui me venaient. Donc le mot amour, pourquoi? Parce qu'effectivement, dans cette relation aidant-aidé, il va falloir une relation d'amour inconditionnelle. C'est-à-dire ne rien attendre, tout donner, parfois peu recevoir, parce qu'il n'y a pas forcément toujours la reconnaissance qu'on voudrait, mais en tout cas, il y a toujours un lien d'amour. Je voudrais revenir aussi sur quand nous sommes en présence d'un malade, et que nous sommes l'aidant d'un malade, il n'y a pas qu'un malade, en fait. La relation va être malade. Il y a l'aidé, qui, lui, fait ce qu'il peut pour survivre, l'aidant qui fait ce qu'il peut, l'aidé qui est malade. Mais c'est cette relation-là aussi entre l'aidant et aidé qui va être malade, parce que ça va amputer toute la relation. Et c'est pour ça que quand on parle de maladie, quand on dit la maladie d'Alzheimer est une maladie de la mémoire,
j'aime à dire que c'est la maladie des mémoires. Parce qu'on n'a pas qu'une mémoire, on en a plusieurs. On a des procédurales, on a des sémantiques, on a plein de mémoires que je vais pas forcément, dont je ne vais pas forcément parler ce soir. Mais ça veut dire que ce n'est pas toutes ces mémoires à la fois qui vont être touchées. C'est une par une. D'accord? Et du coup, de la même manière, la relation entre l'aidant et l'aidé va être abîmée de la même manière que s'abîme, si vous voulez, le cerveau de la personne malade. La maladie d'Alzheimer étant une asphyxie des neurones par la protéine tau et amyloïde. Voilà, donc j'avais envie de dire ce mot fort parce que je crois que c'est le mot qui va sceller cette relation aidant-aidé et en même temps qui va être amputé aussi. C'est-à-dire qu'on a beau aimer, on a beau donner, on a beau... Il y a un moment donné où on va être épuisé, on va être fatigué, on va remettre en cause en disant mais peut-être que je ne l'aime plus. Et en fait, après, c'est plus de l'amour, c'est autre chose. Mais je crois qu'il faut vraiment un amour inconditionnel pour qu'on puisse aller jusqu'au bout et que les aidants puissent aller jusqu'au bout. Alors, la lettre I. Avec un S? Interaction. Très bien. Alors, pardon. Alors, tous ces mots, effectivement, sont très forts de sens dans cette relation d'aidant aidé. Oui, il faut quelque chose d'inconditionnel, comme effectivement je viens de vous le dire. Effectivement, il y a des interactions qui vont être abîmées. L'identité, quand vous dites identité, vous voulez parler... L'identité de la personne, on perd son identité, on ne sait plus qui elle est perdue. Parce que vous regardez les choses de la manière du patient. Alors que moi, je me suis positionnée du regard de l'aidant. Mais c'est bien, parce que peut-être que d'autres mots vont vous venir. Qu'est-ce que vous diriez du coup, si vous étiez aidant, avec la lettre I, quel mot vous vient? Itinéraire. C'est joli, c'est très joli. Alors, effectivement, c'est un itinéraire d'être aidant. Notre ancien président avait écrit des choses très jolies sur son parcours à lui d'aidant et il avait fait un joli texte avec la métaphore du torrent. Et où finalement il était arrivé sur une rivière avec sa femme, enfin, etc. Et que tout d'un coup toutes les choses s'emballaient. Et effectivement c'est un sacré itinéraire que de se retrouver face à une personne qu'on ne reconnaît pas. Donc c'est tout un cheminement. Mais c'est vrai que comme il n'y a pas le mot C, enfin la lettre C, pardon, sinon j'aurais mis cheminement, mais j'ai effectivement pas pensé au mot itinéraire qui est un très 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 joli mot. Merci. Alors, identité, même si on va quand même s'en servir, de toute façon, oui, ça impacte les identités. Ça impacte le rôle et la place, finalement. Donc, c'est très vrai ce que vous dites. C'est que l'aidant, comme il devient aidant, et du coup, l'autre devient aidé, on n'est plus sur les mêmes rapports de femme, enfin époux, épouse, et enfant, parent. Donc finalement, oui, effectivement, ça impacte. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire pour le mot amour, c'est qu'il est tellement fort le mot amour que nous, avec Louis Gonzalez, on n'appelle plus ça des aidants, on vous appelle des aimants. Je vais l'écrire. Alors au tout début, je pense que Louis Gonzalez, quand il a employé ce mot, il l'avait employé au sens strict du terme, c'est-à-dire aimant, du verbe aimer, et du mot amour. Et moi, je l'ai entendu encore sur une autre manière, en me disant, oui, évidemment, c'est des aimants, et pour cause, puisqu'il y a quelque chose de l'attraction qui fait qu'à un moment donné, on est quelque chose de l'ordre des aimants.
Qui est Louis Gonzalez? Parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un connaisse. Alors, Louis Gonzalez, merci de ton intervention. C'est un gériatre qui s'occupe à l'hôpital de Fourvière de toutes les problématiques hein, des patients atteints de maladie d'Alzheimer et autres, et des aidants également. Voilà. Alors, isolement, oui, je ne sais pas qui a dit ça, mais effectivement, hein, de fait, il y a quelque chose qui va se passer dans l'isolement. Alors, de ma pratique, je vais vous raconter quand même quelque chose. Quand les gens viennent me voir, ils me disent, voilà, Elisabeth, j'ai un problème. Non seulement, déjà, c'est difficile d'être avec mon mari, mon époux, ma femme, etc., malade, mais en plus de ça, les gens ne viennent plus nous voir. Alors là, je dis, ah bon, effectivement, alors oui, effectivement, il y a sûrement des gens hein, dans le lot hein, qui ne viennent plus, qui peut-être ne veulent pas en entendre parler, peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ont peur de la contagion, hein, enfin, c'est inconscient, hein, mais on sait que non, mais pourquoi pas. Il y a aussi des gens qui ont une difficulté à voir l'autre se dégrader. Hein. Il y a des gens aussi qui ont peur du miroir, hein, en se disant, mon Dieu, pourvu que ça ne m'arrive pas. Hein. Et quand je discute avec les aidants, ce dont je m'aperçois, c'est que finalement, l'aidant, inconsciemment, hein, va rétrécir son champ social, évidemment jusqu'à peau de chagrin. Parce que quand les gens vont l'appeler pour lui dire « est-ce que je peux venir ?», l'aidant va souvent de fois dire « non, il est trop fatigué aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, non, plus tard ». Est-ce que quelqu'un l'appelle pour dire « viens boire un café à la maison avec non, pas aujourd'hui, non, je suis trop fatiguée ». Et du coup, à force, c'est l'aidant lui-même, sans s'apercevoir, qui va s'isoler, en fait. Et qui va effectivement s'isoler même socialement. Parce que, effectivement, à force d'accompagner son malade, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à un moment donné, avec les symptômes qui vont avancer, la personne ne va plus sortir, par exemple. Donc, non seulement plus personne ne va venir à la maison, mais de la même manière, l'aidant ne va plus sortir. Ou va avoir peur de sortir, va avoir honte. Il y a quelque chose que j'entends énormément chez les aidants. Alors, il y a le sentiment de culpabilité, il y a le sentiment dépressif, il y a tout ça. Et il y a un sentiment de honte. C'est à un moment donné un sentiment qui va envahir l'aidant parce que finalement, on va aller au restaurant, mais il va manger avec ses doigts ou il va pas être approprié dans ses propos. Hein, puisque dans la maladie d'Alzheimer et autres, il y a une désinhibition. Donc, ils ne sont plus dans les codes sociaux que nous, on a. Donc, on peut avoir des sentiments de honte. Hein. Et du coup, plutôt que de les vivre, et je le comprends aisément, on va ne plus sortir ou ne plus aller chez des amis ou ne plus inviter des amis. Donc, vous voyez que l'isolement, finalement, la maladie isole, mais l'aidant lui-même peut s'isoler hein, de par plein de sentiments hein, qui vont le traverser. Donc, moi, en tout cas, le mot hein, qui m'est venu en premier, bon, je ne vais peut-être pas l'écrire si vous l'avez là, on va faire plutôt vos trucs à vous. Irremplaçable. Alors, pourquoi ce mot m'est venu? Parce que tout au long de ma pratique, il y a quelque chose qui me frappe quand un aidant vient à moi, c'est sa capacité à penser, à tort ou à raison, qu'il est irremplaçable. C'est ce qui amène l'aidant, d'ailleurs, à l'épuisement, puisqu'il ne va pas se faire aider. Hein. Donc, ça va être compliqué à un moment donné de lui faire accepter les aides. Hein. Et ça sera à ce prix-là, d'ailleurs, qu'il va pouvoir, lui, s'en sortir vivant. Hein, parce que je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais il y a énormément de cas d'aidants qui meurent avant leur malade. Hein. C'est important à entendre. Hein. Je ne fais que juste une parenthèse. Et quand on n'en meurt pas, on peut en tomber malade. D'accord ? Donc, pourquoi irremplaçable? Parce que je vous vois arriver avec ce sentiment qu'il n'y a vraiment que vous qui pouvez vous occuper de votre malade, de votre aimé, du coup. Hein. Alors, quand je dis à tort et à raison, c'est qu'à la fois, c'est exactement la même chose que quand vous étiez maman ou papa, hein, de petits-enfants, j'entends, et que la première séparation qu'on vit, c'est la crèche ou l'école. Et on a toujours une angoisse, mais viscérale, de laisser cet enfant qu'on a fait, qu'on connaît que nous, il n'y a que nous qui connaissons cet enfant, hein, personne d'autre, et de le confier à une personne qui ne le connaît pas.
Et du coup, on va avoir cette réaction on va regarder un petit peu par la fenêtre si tout se passe bien, on ne part pas forcément tout de suite, enfin on ne fait pas confiance quoi. Et après, on va faire cette confiance, parce qu'elle se travaille en même temps, hein, le lien de confiance. Et du coup, pourquoi irremplaçable? Parce que de la même manière qu'une maman avec son petit, l'aidant va penser qu'il est le seul capable à s'occuper de la personne. Et alors là, je digresse un petit peu, mais c'est important. Dans l'irremplaçable, moi, ce qui m'est venu aussi, c'est la dette et le devoir. Hein. C'est-à-dire que souvent, l'aimant, il va se retrouver dans une situation de dette ou de devoir, ou les deux, en disant, par exemple, c'est un parent, en disant, il m'a élevé, il m'a tout donné, donc du coup, je lui rends. Et de l'autre côté, quand on est marié, il y a quelque chose qui n'existe pas. On se marie de moins en moins, hein, c'est pas un secret. Et dans le texte qu'on nous lit quand on nous marie, oui c'est ça, je crois qu'il y a un article qui dit dans la pauvreté, dans la richesse, et surtout jusqu'à la mort. Et ça, dans cette institution mariage, il y a quelque chose qui, du coup, lie les personnes jusqu'à la mort. Ça veut dire, je ne t'abandonnerai pas, je ne partirai pas. Et ça, c'est très, très, très fort. Alors, ça le sera peut-être moins dans d'autres sociétés où on se mariera moins, hein, mais en tout cas, c'est très fort aujourd'hui pour les patients, en tout cas, que j'accompagne. Je le dis toujours, je suis un gérontologue aujourd'hui, 2023, depuis 1998. La gérontologue, dans 10 ans, 15 ans, n'aura pas le même discours que moi. Parce qu'elle aura une autre société face à elle. Donc il y aura une redistribution, hein, de toute façon. Hein. Il y aura toujours les mêmes problématiques, mais peut-être pas au même endroit. Voilà. J'en dis que ça. Donc, voilà pourquoi je parle d'irremplaçable. La dette, le devoir, l'impression qu'il n'y a que nous, hein, qu'en étant aidant, par le lien, hein, qu'on va pouvoir aider l'autre. Ce qui n'est pas vrai. Que vous soyez irremplaçable, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce qu'on ne remplace pas un lien. Hein. Ça, c'est pas possible. Mais ne confondez pas le lien, la place et le rôle. D'accord ? Dans le sens où, si on est marié, on est une femme ou un homme, et donc on est un époux. Et avec la maladie, les choses vont se redistribuer. Et du coup, vous allez devenir souvent, à la fois, ce que j'adore dire, hein, vous devenez secrétaire médicale, vous devenez chauffeur de taxi, aide-soignante, auxiliaire de vie. S'il y a des gens qui sont dans la salle qui sont aidants, peut-être qu'ils vont m'aider. Vous avez l'impression de devenir quoi aussi? C'est surtout quelquefois, c'est pas le couple, mais c'est le parent. Et on peut devenir parent de son parent. C'est vrai, tu as raison de le préciser, c'est qu'effectivement, là... Je ne sais pas dans la salle, mais il y a beaucoup de gens où ils ne s'occupent pas forcément du couple, mais de leur mère ou de leur père. Alors, là où tu as raison, c'est que... Tu as raison, Eric. Dans mon introduction, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Merci. C'est qu'au départ, le titre, c'était « Le couple aidant-aidé ». Et habituellement, je dis toujours que le mot « couple » ne veut dire que deux. Et en psychologie, on a un mot qui veut dire deux. C'est la dyade. Parce qu'effectivement, dans le mot couple, on entend sexualité et on entend monsieur, madame, papa, maman. Et effectivement, il y a beaucoup d'aidants et de plus en plus d'aidants qui aujourd'hui sont de jeunes aidants et il va y avoir effectivement un renversement des rôles. Sauf que quand tu es parent, enfin quand tu t'occupes de ton parent, tu as moins le sentiment d'être irremplaçable que quand tu es conjoint. Hein, mais on en reparlera. Hein, on en reparlera. Ça dépend. De toute façon, moi, ce que je vous dis, c'est une généralité. Et effectivement, dans la pratique, il peut y avoir tout l'inverse. Hein. Vous demandiez quel autre rôle. Moi qui suis donc aidante de la mère, il y a un petit peu le rôle de psychologue, entre guillemets, c'est-à-dire de beaucoup écouter et essayer à tort de guider.
Et c'est vrai que c'est épuisant. Et dans les I, moi j'ai pensé, alors c'est pas des mots hyper positifs, mais moi j'ai pensé à irritabilité. Des fois ça m'arrive. Donc s'il y a des trucs là-dessus. Et puis à insomnie aussi, ça m'est arrivé des fois de me faire tellement de soucis que je le fais en éclat. Voilà. Mais c'est tous des mots que je prends, hein, bien évidemment, hein, parce que c'est les vôtres, et donc ils sont forcément justes. Hein, d'accord? C'est pour ça que je l'avais dit d'emblée. Hein. Effectivement, quand on est aidant de son propre parent, c'est pas les mêmes enjeux, en tout cas, qui vont se jouer. Et de toute façon, on ne peut pas être malade tout seul. On est malade dans une famille. Donc, si d'aventure vous aviez une relation très fusionnelle avec votre parent, vous pouvez avoir la même relation qui continue avec la maladie, et inversement, c'est-à-dire que vous pouviez être très très proche de votre parent, et c'est tellement douloureux, tellement difficile pour vous, que vous pouvez lâcher l'affaire, hein, comme on dit, pour justement vous mettre à l'abri et vous protéger et mettre un peu de distance. Hein. Et quand vous parlez de psychologue, c'est très vrai, c'est que vous pouvez passer, assistante sociale aussi, hein, j'ai oublié, assistante sociale, psychologue, secrétaire, enfin, vous faites plein de choses, plein de rôles qui ne vous est pas attribué au départ, hein, et que vous faites de bon cœur, j'entends bien. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des lieux, on verra dans la conclusion, hein, il y a des lieux où on peut justement venir chercher de l'aide. J'ai une dernière question. Vous disiez, donc on n'est pas, effectivement, on est irremplaçable. Ne pas confondre le lien avec le rôle et la place. Hein, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes, d'accord, qu'on va appeler A et B, alors c'est pas du tout, mais enfin c'est pour synthétiser, et là, il y a la relation AB. D'accord? Et quand vous êtes dans des maladies neuroévolutives ou d'autres maladies, mais encore plus fort dans la maladie évolutive, le lien là, il va être abîmé. Parce que la maladie fait qu'ils vont oublier, il y a quand même plein de symptômes qui vont mettre à mal cette relation. Et bien sûr, l'irritabilité, heureusement. Heureusement que ça vous met en colère. Hein, vous êtes vivante à l'intérieur. Hein, c'est du deuil hein, quand même. Hein. Donc, moi, en tant qu'aidante d'aidant, j'insuffle des choses et des soutiens de différents ordres, il y a son rôle d'acteur un peu. C'est-à-dire créer quelque chose qui surprend, c'est-à-dire voilà, amener un peu justement de l'énergie à la personne qui n'en a plus. Voilà. Oui, c'est-à-dire que vous allez vous... je rebrasse tout ça, je ramène du souffle, j'ouvre les fenêtres, je crée l'imprévu, je redynamise quelque chose qui est difficile, qui s'éteint, C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous remettez de la vie là où la vie commence à s'étioler. Alors, ça veut dire que la mort... Voilà, la légèreté. Hein, oui, la légèreté, du rêve, enfin, de la vie. La poésie, hein, peut-être. La poésie. Moi, ce que j'entends, c'est la vie, hein, dans tout ce que vous dites. Hein. Mais c'est vrai que quand on est aidant, alors qu'on soit aidant, conjoint ou enfant, il y a quand même quelque chose où on va être dans l'obligation, et je viens à vous après, hein, dans l'obligation de faire pour deux. Et c'est toute la subtilité de ne pas faire à la place d'eux, mais de faire avec. D'accord ? J'en dis rien de plus parce qu'après c'est... Dans la relation aidant-enfant-parent, c'est mon cas, j'ai beaucoup réfléchi en fait au positionnement que j'avais, que j'ai, que je souhaite maintenir en fait. Vous disiez qu'on devient parent de ses enfants, c'est pas possible. C'est pas possible. Le parent de ses parents, c'est pas possible. Déjà parce que le parent en fait a la volonté que l'enfant existe, qui met le monde. Moi, j'ai jamais voulu que ma mère existe. Donc déjà, c'est compliqué. Et la responsabilité est quand même du coup pas la même sur l'existence de la personne. Et en fait, mon positionnement et mon cheminement intellectuel à moi, c'est que en fait, ma maman a été une personne ressource toute ma vie. Toute ma vie. De bonheur, comme en accompagnant mes bonheurs et en accompagnant mes malheurs. Parce que la vie, et voilà. Et aujourd'hui, en fait, c'est moi qui suis sa personne ressource. Et je le vois plus comme ça, en fait, que de devenir son papa ou sa maman. En plus, la relation qu'il avait avec sa maman n'aurait pas été une aidante, de toute façon. Pardonnez-moi, vous avez fini ? Oui.
Oui, ce que vous voulez dire, et parce que vous avez raison, enfin, en tout cas, je ne peux pas donner tort, hein, c'est qu'effectivement, il y a un renversement des rôles. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que dans des situations, on peut avoir l'impression en tant qu'enfant que de devenir le parent de son parent. Voilà. Et du coup, le malade, lui, peut se mettre dans cette position régressive, où lui-même peut devenir l'enfant de son enfant. Est-ce que c'est clair, hein? Moi, c'est cette situation que je vis. C'est pour ça qu'après, je pense que la maladie d'Alzheimer, il y a différents positionnements. C'est-à-dire que dans la maladie, c'est un mot Alzheimer, mais il y a des parents qui, comme vous, maintiennent encore leur position. Et il y a des parents qui deviennent l'enfant de leur enfant. Et ma mère, en tout cas, moi, elle m'appelle presque papa. Elle m'appelle papa, parce qu'en fait, c'est une forme d'amitié en fait, qu'elle lie avec moi. Donc elle m'appelle papa, parce que c'est moi qui lui fais la nourriture, qui lui fait ce genre de choses. Donc elle a des... Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que du coup, on ne sait pas toujours s'ils appellent papa parce que justement, vous êtes dans cette position, ou s'ils appellent leurs propres parents, ou est-ce que vous ressemblez à un parent. Par exemple, au niveau vocabulaire, souvent, un couple va s'appeler papa-maman. Je ne sais pas pourquoi. Avant qu'ils soient parents, ils s'appellent chéri, mon amour. Et quand ils sont parents, ils deviennent papa-maman. Et pareil, quand ils sont grands-parents, ils s'appellent pépé mémé, ou papy mémé, qu'importe. Et du coup, ils ne s'appellent plus par le lien. Vous voyez ce que je veux en venir? Et du coup, votre maman, par exemple, on ne sait pas, ça se trouve, elle pense que vous êtes son mari. C'est pour ça qu'il y a des mots, on ne sait pas trop quelle signification ils ont, sauf si on est là au moment du mot. Je ne sais pas si vous voulez... Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une maladie qui va nous obliger de toute façon à être dans le présent, dans le moment présent. Donc au moment où elle va vous appeler papa, ce moment-là, peut-être qu'elle vous prend pour son papa. Un autre moment, ça sera papa pour son mari, si elle l'appelait papa. Est-ce que ça vous va? Quelque chose à dire quand même, c'est dans le I là, pour moi il y a itération. Parce que le stade de la maladie évoluant en permanence, on est constamment en train de se remettre en question et en train de retrouver des nouveaux modes d'organisation 6 mois après 6 mois. On voit l'évolution et on se fait surprendre des fois parce qu'on a l'impression que ça se stabilise, puis au dernier moment ça chute encore un peu plus. Et on est constamment surpris, donc on est constamment sur le qui-vive à essayer de se... Et du coup, le mot I, c'était lequel? Itération. On se réinvente en fait en permanence. On ne sait jamais sur quel pied danser, parce que, comme vous dites, le problème se répand dans le cerveau, et on est surpris, on croit que les choses sont stabilisées, et puis tout d'un coup, il y a un jour qu'il se passe un truc, et on comprend que non, c'est passé quelque chose là, c'est encore... Alors, je vais vous dire quelque chose que je dis d'aventure, je le dis à la fin, mais je vais le dire maintenant. S'il y avait eu la lettre P, j'aurais mis Pénélope. Parce que les aidants aimants sont des Pénélopes du quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, vous remettez votre ouvrage. Hein, Pénélope, la femme d'Ulysse, hein, Ulysse s'en va en mer, elle était très jolie, donc on la convoitait, et finalement elle dit, bah, écoutez, oui, moi je vais me marier avec un de vous, mais d'abord, il faudrait que je finisse ma tapisserie. Et donc, elle tapisse, hein, enfin, elle brode tous les jours, et toutes les nuits, elle défait sa tapisserie, comme ça, le lendemain matin, elle n'a plus qu'à refaire. D'accord? Et ce mythe-là m'a intéressé, m'a interrogé en me disant, oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on soit soignant ou qu'on soit aimant, vous êtes des Pénélopes du quotidien et de la maladie. Parce que tous les jours, là vous dites tous les 6 mois, mais je vous garantis que même tous les jours, à un moment donné, alors c'est encore plus vrai pour la maladie à corps de Lévy, hein, où il y a tellement de fluctuations et dans la journée et dans la semaine, que là, il faut être vraiment, comme vous dites, sur le qui-vive. Hein. Donc, il y aurait eu la lettre P, j'aurais dit Pénélope. Et du coup, voilà, j'aurais sûrement répondu à votre question. En tout cas, je vois que la lettre I fait beaucoup parler. Hein. Hein, ça... Je voudrais rajouter instant à la lettre I. Bien sûr. On est dans l'instant. Et d'un instant à l'autre, ça change. On est dans l'instant. C'est même pas la minute, c'est l'instant.
imprévisible. Ah oui, alors, donc je m'arrête à la lettre I alors. Hein. On mise tout sur la lettre I ce soir, d'accord? Alors je l'écris parce que imprévisible et on s'arrête là. Et oui, et c'est tellement vrai, mais tout est tellement vrai. Oui, c'est imprévisible. On ne peut pas dire insupportable. Hein. On peut dire insupportable, mais c'est le dernier mot. Hein. Ben, ça suffit. Hein. Insupportable. Ouais. Alors, insupportable et en même temps, vous supportez, quoi. Vous supportez l'insupportable. Hein? Si, mais c'est le dernier. Hein. Là, vraiment, parce que... Ah, mais vous les gardez pour l'apéritif. Hein, irréversible, vous m'avez dit? Ouais. Bah oui. Eh oui. Allez. Incompréhensible. Non, mais ça suffit. Hein. Il me reste encore tout ça. Je ne sais pas où j'en suis. Hein. Ah bah oui, c'est ça. N, nounou, nuit, tisane et S, voilà. Soirée. Non, soirée. Soirée. Incompréhension. Voilà. Oui, et ben moi je trouve que ce I vous fait vraiment parler. Ça m'intéresse. La lettre D. Oh là là. Alors là, ça c'est toujours des mots désespoir. Donnez-moi encore des mots. Douleur à votre droite, Eric. C'est que des jolis mots, dites-moi. Là, on s'enfonce, hein, vous avez vu? On part d'amour et tout d'un coup, déception, douleur, don, doute. J'ai entendu, hein, des inhibitions. Ah oui, demain, ouais, tiens, je l'écris. C'est bientôt moi qui vais être débordé de mots. Hein. Donc, il y en a plein. Hein. Donc, qu'est-ce que vous me dites, vous? En tout cas, vous me dites des choses qui sont un petit peu négatives, hein, en tout cas. Hein, le D, autant le I, ça vous a fait beaucoup parler sur la relation, sur quelque chose, même de la maladie. Hein. Là, j'entends vraiment quelque chose de plutôt plombant. Mais on n'a pas dit décès, quand même. Hein. Vous auriez pu. Hein. Mais ce n'est pas un mot qui arrive en premier. Hein. Parce que si vous voulez, l'intérêt du jeu que je vous propose, c'est la première intention. C'est de dire, tiens, la lettre D, dans les dents, dans la maladie d'Alzheimer et dans cette relation aidant-aidé, à quoi ça me fait penser? C'est ça, hein, le truc. Donc après, bien sûr, j'ai accepté tous les mots qui sont venus en deuxième intention, en troisième intention. Hein, parce que quand on parle, bah forcément, il y a des mots qui nous viennent. Mais l'intérêt, c'est vraiment la première intention. Et la première intention, c'est le désespoir, le devoir et la douleur. Donc quelque chose de négatif. La première intention n'est peut-être pas forcément la même, aussi en fonction des problématiques que chacun vit. Et c'est pour ça que j'invite tous les gens à me dire leurs mots. Parce que sinon, je déroule mes propres mots. Voilà, ben, je suis contente, hein, je vous avais passé un bon moment moi aussi. Mais je trouve que, justement, que chacun puisse exprimer le mot qui lui vient, ça me paraît effectivement plus intéressant, en tout cas. Louis? Alors, moi, le mot qui m'est venu tout bêtement, hein, tout simplement, c'est le mot dépendance. Alors, ce mot-là est à prendre dans plein de sens. C'est-à-dire qu'effectivement, le malade va devenir dépendant de la personne, mais il va y avoir ce qu'on appelle une interdépendance. C'est-à-dire que l'aidant va lui-même devenir dépendant du malade. Alors, si c'est le conjoint, eh ben, on va vite faire les courses pour ne pas le laisser tout seul. Et si c'est l'enfant, j'ai connu dans ma patientèle des enfants qui ne partaient pas en vacances ou qui venaient me voir en me disant « Elisabeth, est-ce que vous pensez que je peux partir en vacances ?» Le besoin d'autorisation, tellement il y a quelque chose de l'interdépendance. Donc la dépendance, ce n'est pas que la maladie qui fait qu'on est dépendant, hein, de par la maladie,
C'est aussi la relation, cette fameuse relation-là, qui est certes abîmée, mais dans le même temps, il va y avoir une interdépendance. Donc je pense que le mot dépendance, en tout cas c'est un des mots qui m'est venu en premier pour la lettre D. Mais bien évidemment, oui, le don, moi j'aurais pas mis désespoir, mais le don, le doute, oui, le devoir, bien, évidemment, hein, évidemment, mais ce n'était pas ma première intention. La lettre A, donc vous avez vu, il y a une deuxième lettre A. Alors, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Oui. Atelier. Non. Parce que c'est ce qui m'est venu, parce que on est en train de me dire que ça serait bien que maman fasse des ateliers pour travailler sa mémoire, avec le CCS, parvenir, etc. Non. Ouais. C'est très bien ça. Je l'ai fait pour moi. Et puis il y a plein d'autres choses aussi. Hein. Il y a les ZAD qui peuvent venir à la maison. Enfin, on en parlera, en tout cas si vous le voulez, il n'y a aucun souci. Donc atelier, pourquoi pas, oui, oui. Enfin, c'est un mot, vous voyez, c'est ce mot qui vous vient parce que à ce jour, c'est là-dedans que vous êtes. Donc ça me donne aussi des indications, quand vous me donnez des mots de première intention. Je me dis, ah, le doute, la douleur, hein, c'est qu'on est quand même sur des complications, en tout cas, sur des moments difficiles. Oh. Attente. On va le mettre avec un S ou qu'une attente, on le met au singulier. Ce mot est magnifique. Je suis jalouse parce que je ne l'ai pas trouvé. Mais oui, ce mot est magnifique. Parce qu'effectivement, c'est ce que je vous disais en préambule, tout part du fait qu'on est attaché à l'autre, en fait. Et c'est cet attachement-là qui va être abîmé et c'est ça qui va faire souffrir. Donc c'est un mot qui est magique. Non. Il y avait angoisse tout à l'heure. Ah, angoisse. Oui, j'ai beaucoup d'angoisse, oui, c'est vrai. Donc le mot qui m'est venu en première intention, c'est le mot accompagner. Alors, je vais pas mentir, le premier qui m'est venu, c'est le mot aider. Bon, il est ce qu'il est, hein. Et puis je fais ma première intervention avec ce mot aider. Bon, puis je suis pas satisfaite de moi. Je trouve pas ce mot. C'est pas un joli mot. Voilà, je trouve pas beau, je trouve pas chantant. Et tout d'un coup, je me dis mais il y a un autre verbe qui est encore plus vrai. C'est le mot accompagner. Aider, ça ne veut rien dire. Accompagner, en français, c'est être avec. Et de la même manière, quand je m'occupe soit de malades, soit d'aidants, en tout cas quand j'accompagne des gens, je n'aime pas qu'on puisse dire tiens, je suis des patients. Hein, ou un patient qui dit ah bah Elisabeth, elle me suit. Non, alors moi je suis personne. En revanche, je suis à côté d'eux. Je suis ni devant vous, ni derrière vous, je suis à côté. Et en fait, c'est ce mot-là qui est le bon. C'est le mot accompagner, parce que c'est ce qu'il veut dire, être avec, être à vos côtés. Et donc, vous êtes des aimants et des accompagnants, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps, à côté d'eux. Le premier A, c'est le premier mot qu'on a mis, on n'allait pas le répéter, mais c'est vrai qu'on a pensé en premier sur le premier A. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai rien dit. Hein? J'ai rien dit. Hein? Voilà. C'est qu'effectivement, c'est la première chose à laquelle on pense. Voilà. Alors, moi, je fais ce jeu depuis quand même pas mal de temps et je m'adapte toujours à la salle. Donc, pour vous, aujourd'hui, ce soir, oui, c'est ce mot-là qui sort. Par principe, je ne garde absolument aucune trace de mes interventions. Donc, ça, poubelle. D'accord, par principe. Hein. Mais j'aurais dû peut-être archiver pour voir justement les mots qu'on me propose. Et croyez-moi qu'on me propose pas toujours
le mot accompagner, ouais. Des fois, on a le mot amour qui vient en premier. Ça dépend, ça dépend. Hein. Mais voilà, bien sûr, vous avez vu, oui, ça a été votre premier mot d'emblée. C'est pour ça que j'ai noyé le poisson, hein, parce que je me suis dit, bon, c'est quand même moi mon 4e mot, donc hein, ils sont en avance sur moi. Donc, la lettre N. Très jolie. Aussi, oui. Oui, oui. Oui, très joli. Effectivement, des nouveautés, une nouveauté, bon, qu'importe. Mais effectivement, tout, comme on dit, hein, tous les jours c'est nouveau, des fois même d'un moment à l'autre. Nourrir, c'est très intéressant. Je ne sais pas, c'est vous. Dans quel sens vous l'entendez? Je pense que les dents, il est quand même chef d'orchestre du repas qui doit se préparer, et puis quelquefois rappeler ça c'est quoi, ça c'est quel aliment. Ah oui, donc vous étiez dans la nourriture au sens strict. Hein, et c'est très intéressant. Et ben, vous m'avez permis de penser à autre chose, la nourriture. C'est-à-dire qu'on va se nourrir. Là, par exemple, ce soir, en dehors du petit apéritif qu'on va agréablement vous offrir, j'espère que vous serez nourris de ce que j'ai dit. Et moi, je me suis vraiment nourrie de ce que vous m'avez apporté. Hein. Et du coup, j'ai entendu ça aussi en me disant, tiens, oui, c'est bien aussi de se nourrir de l'autre. Et l'aidant, lui, c'est pour ça qu'il s'épuise. Hein. C'est parce qu'à force de nourrir l'autre, hein, il va s'appauvrir à l'intérieur. Quand je dis appauvrissement, hein, c'est dans l'épuisement. Hein, c'est tellement donner, tellement faire, tellement penser. Hein, c'est pour ça que je pensais à ça. Et voilà. Mais oui, dans le pratico-pratique. Madame, moi, personnellement, j'ai compris comme vous, nourrir, je pensais déjà à la relation, nourrir les deux. Ouais. Pareil, au sens figuré, et après au sens propre, je prends les deux. Hein. Et c'est pour ça que c'est intéressant hein, de faire ce jeu, parce que, hop, on n'entend pas la même chose, mais si ça nous évoque quelque chose en nous, c'est pas pour rien, en tout cas. Hein. Alors moi, j'ai mis simplement négociation. Hein, parce que vous passez un temps infini à négocier. Hein. On négocie toute la journée, finalement. Non. Et ça, c'est épuisant. Et j'ai mis un S à négociation, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plein. S comme ça. Hein. On peut dire non aussi, parce que des noms, on en entend la négation et les noms. Négation. N. Ah bah oui, bien sûr, on peut mettre négation aussi. Hein. Je le mets là. Négation, on dit. Hein. Donc, dans la négociation, il y a aussi des petits trucs qu'on peut vous donner. Alors, s'il y avait eu un V, il n'y a pas. J'aurais mis validation. Alors, qu'est-ce que c'est que la validation? C'est que quand la personne qui est en face de vous est dans le refus de quelque chose, au lieu de vous mettre contre lui, vous allez vous mettre avec lui. Et du coup, vous allez valider ce qu'il vous dit, et vous allez voir, c'est magique. Le patient, lui, enfin le malade, pardonnez-moi, va lui avoir un moment où il va baisser sa garde, en fait, hein, il va être moins angoissé. Et vous, de votre côté, vous n'aurez pas perdu d'énergie à lui faire admettre l'inverse de ce qu'il est en train de vivre. Et c'est très, très vrai dans les maladies à corps de Lévy avec hallucination, où ce n'est pas la peine de perdre un temps fou face à une hallucination, puisque la personne voit quelque chose, il le voit, nous non. Donc il faut valider. Et ce n'est pas du tout le prendre pour un imbécile, c'est vraiment valider ce qu'il est en train de vivre pour qu'il puisse baisser un petit peu sa tension. Et je vais vous donner un exemple tout bête, que je vais le dire comme ça sera fait. J'ai eu un papa, moi, qui a eu la maladie à corps de Lévy, qui avait énormément d'hallucinations. Et je disais à maman, écoute, ce que tu peux faire, c'est que tu parles aux hallucinations. Non. Donc il y avait plein de monde dans son salon, donc il était très angoissé. Et elle disait, bah, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va les faire partir. Hein. Et je lui disais, si ça ne suffit pas à la parole, mets du geste. Du coup, elle ouvrait la porte et elle disait aux gens, aux hallucinations, sortez, merci messieurs, dames, à demain, ou voilà, à plus dans le bus. Voilà. Eh bien, c'est magique, ça marche.
Alors sur le moment, vous allez me dire, elle déraisonne. Pourquoi je me découvre et pourquoi je vous parle de ma vie privée? C'est parce que je ne veux pas que vous pensiez que je n'ai qu'un discours de psy. Et que quand je vous dis qu'il y a des choses qui fonctionnent, c'est que ça fonctionne. Voilà. La lettre T, qu'est-ce que ça vous évoque? Travail. Ah oui, c'est un travail. Hein. On peut même mettre travaux. Hein. Travail. Ah oui, très joli la tendresse. Eh oui, j'ai pas pensé. Dommage. Ah, attention, hein, quand même, on revient à des choses plus négatives. Terrible. Pourquoi pas, bien sûr. Traitement, bien, oui. Un petit dernier. Allez, allons-y. Donc, effectivement, être aidant, dans cette relation couple aidant-aidé, oui, c'est un vrai travail de tous les jours, de tous les instants, des Pénélopes. Hein. Oui, effectivement, il y a de la tendresse, c'est terrible, il y a beaucoup de tension. Pour autant, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre normalement d'être moins en tension dans cette relation AB, qui commence par un T. Alors là, ça y est, là, attention. Et attendez, parce que le S, je vous ai fait une petite surprise. La triangulation. Ah, ça c'est magique. Parce que vous voyez là, dans ce schéma où vous êtes d'un côté ou de l'autre, et que cette relation va s'abîmer, moi ce que je vais vous proposer, c'est de faire rentrer une tierce personne. Soit elle est physique, soit elle est institutionnelle. L'accueil de jour est une tierce personne. L'ESAD est une tierce personne. Je vous expliquerai ce que c'est. C'est l'équipe mobile spécialisée Alzheimer et qui vient à domicile. Ouais, c'est sur prescription médicale, donc c'est pris en charge et vous avez droit à entre 10 et 15 séances année. Il faut juste y prendre maintenant pour avoir la possibilité dans 4 mois. Moi j'avais ça, mais pour l'ergothérapie. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Dans les ZAD, vous avez les ergothérapeutes, vous avez des psychologues. Enfin, et en fonction de la situation, ils adaptent et ils vont prendre la personne la plus compétente pour la situation. Donc, je vous propose en tout cas de trianguler quand il y a une difficulté qui est trop difficile pour vous. Hein. Le médecin traitant fait l'affaire au départ. Hein. Et puis ensuite, c'est un parcours de soins. Il y aurait eu la lettre P, j'aurais mis parcours. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un cheminement que vous allez faire à deux. Mais il va falloir une tierce personne pour pouvoir vous guider. Parce que justement, ça empêche d'être la psychologue ou l'assistante sociale de son parent, par exemple. Parce que vous n'êtes pas là pour ça. Vous avez à... Je vais le dire comme ça, hein, parce que je suis un peu cash, mais vous avez à souffrir en tant qu'enfant déjà. En tant que fille déjà, voilà, c'est bien lourd. Hein. Donc ça, voilà, hein, prenez ça en charge pour vous, hein, et puis faites intervenir des gens à domicile s'il n'y a pas possibilité de... Voilà, je vous expliquerai que nous, à France Alzheimer, on a cette possibilité-là. Le S. Sophrologie. Ah, c'est pas mal. Bon, oui, tiens. J'ai plus de... Souffrance. Ah, souffle. Et personne n'a dit souffrance? Ah bon, parce que je me dis, si j'entends des mots. Souffle. Ouais. Sécurité. Voilà, ça vous évoque tout ça. Hein. Alors là, je vais vous donner un mot magnifique pour conclure. J'adore le dernier mot. Ah là là. J'adore ce mythe. J'adore. Hein? J'entends pas. Hein?
Sauf, oui, mais il est quand même fabuleux. C'est le mythe qui résume, mais toute notre vie. Alors, c'est Albert Camus hein, qui a fait donc, le mythe de Sisyphe. Pourquoi? Parce qu'Albert Camus, bah, lui, il était d'une tendance surréaliste, hein, absurde même. Hein, il est peut-être, voilà. Et Sisyphe, bah, c'est quand même le petit bonhomme qui a pris sa pierre, il le monte jusqu'en haut, et une fois que la pierre est en haut, elle dévale. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il va chercher la pierre, et il recommence. Non. Voilà. Et donc, c'est vraiment un peu l'absurdité, finalement, d'une vie, parce qu'il faut donner du sens à notre vie, et que c'est pas si simple. Hein. C'est très difficile de donner du sens et de l'essence à notre vie. Hein. Et effectivement, pourquoi ça me fait penser à ce mythe-là? Parce que dans cette relation aidant-aidé, vous êtes perpétuellement avec cette grosse pierre-là. Hein. Et puis, même quand vous la laissez tomber, ben, vous faites quoi? Vous allez la ramasser. Hein. Voilà pourquoi ça m'évoque, en tout cas, ce mot-là. Hein, je ne sais pas si vous connaissiez le mythe de Sisyphe. Si d'aventure vous voulez le lire, c'est vraiment Albert Camus. Hein. C'est comme l'étranger, c'est même encore plus petit que l'étranger. Et c'est délicieux. Moi, c'est un des mythes qui m'a le plus angoissé toute ma vie. Et aujourd'hui, c'est... Hein, ben voilà. Ouais, ouais. C'est ça les psychologues, monsieur. Hein, hein, voilà, je vous en prie, à votre service. Et alors, pour conclure rapidement, je vais vous proposer... la même chose, mais en plus rapide. Hein. Là, on ne va pas jouer parce que d'abord, on n'a pas le temps. Là, je vois bien le chronomètre. Et voilà ce que nous, à France Alzheimer Rhône, on peut vous proposer comme action pour vous aider, vous en tant qu'aidant, et pour aider le malade. D'accord? Donc, j'ai fait pareil, un acrostiche, mais ça va aller beaucoup plus vite. Mais la dernière, s'il te plaît. Fermez les yeux, hein, parce que... Fermez la tête. Voilà ce que nous, en tout cas, on peut vous proposer à France Alzheimer. On peut vous amener un lien de confiance et un lieu de confiance aussi. Hein. On peut identifier vos besoins, parce que chacun a besoin de choses en particulier. Vous n'êtes pas tous à la même demande avec tous vos besoins et vos attentes. On peut évidemment démontrer de l'empathie, hein, c'est-à-dire vous comprendre, vous entendre. On peut amener la personne, alors ça peut être l'aidant, comme ça peut être le malade, à reconnaître ses besoins. Vous pouvez arriver en disant « je ne sais pas quoi faire », ben, nous, on peut vous donner des solutions, en tout cas des pistes. Nouer du lien, c'est qu'on est constamment avec vous, on ne vous lâche jamais, parce que c'est pérenne chez nous. Tenir la main, ben, ça me paraissait une évidence, hein, c'est comment justement je suis à vos côtés hein, et que je vous tiens la main, je ne vous lâche pas. Et soutenir l'aidant dans son cheminement, hein, c'est-à-dire que quand vous arrivez à nous, vous êtes à un moment de votre vie et de ce parcours-là, hein, de ce cheminement-là, de ce chemin, et nous, ben, on arrive à un moment. Et du coup, comment on peut répondre, comment on peut vous aider, vous donner des pistes. Hein. Voilà, donc je m'arrêterai juste là parce que voilà. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu, c'était super gentil et je vous dis à bientôt.